Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Et aujourd'hui, Cyrielle vient nous apporter ses lumières sur les entrailles des chats ou les chiffres des entreprises. Oui, tout à fait, Jean-Christophe. Donc c'est ma première chronique Melchior aujourd'hui, donc je suis assez excité de mon côté pour la présentation que je vais vous faire aujourd'hui. C'est vrai que, comme tu dis, la comparaison avec les entrailles de chat pour les états financiers se justifie puisque finalement, quand on est en train de regarder ces états financiers, on est en train d'essayer de regarder ce qui s'est passé dans le passé pour regarder vers l'avenir. La principale différence qui se passe entre avant et aujourd'hui, c'est que dans l'Antiquité, lorsque un marchand voulait savoir si son entreprise allait être couronnée de succès, s'il voulait lui-même aller chercher voilà, le succès dans une entreprise, il était, on va dire, assez proactif dans le fait d'aller consulter les oracles. La différence aujourd'hui, c'est que pour beaucoup d'entrepreneurs, les états financiers, notamment le bilan et le compte de résultat, apparaissent plutôt comme une espèce d'arcane bien plus mystérieuse que ne l'étaient les oracles par le passé. Et donc, ça fait que la proactivité sur ce sujet, l'envie tout simplement d'aller chercher de l'aide, elle est moins présente. La plupart des entrepreneurs aujourd'hui voient leurs états financiers comme une contrainte, comme une espèce de rendez-vous annuel qu'ils sont forcés de faire avec une personne, la plupart du temps portant des lunettes et habillée de façon assez conservatrice, à savoir leur expert comptable. Ça pourrait être pour certains leur conseiller de confiance. Hein. D'ailleurs, je ne cite personne chez Melsion, mais dans la description physique, on va dire que le conseiller de confiance a plutôt tendance à susciter l'enthousiasme, alors que l'expert comptable, pour certains, en tout cas, je sais que moi je l'ai avec certains de mes clients, c'est pas forcément le rendez-vous qu'ils ont envie de faire. Ce qui est dommage parce que en réalité derrière les états financiers, on a une quantité d'informations extrêmement riche à aller récupérer. Et donc l'intérêt justement de ce que je vais vous présenter aujourd'hui, hein, quand je dis ce que vos états financiers disent de vous dans la première slide et où je vous propose de vous initier au bilan et au compte de résultats, c'est que pour moi l'objectif c'est aussi de faire que ces rendez-vous vous apportent quelque chose et que ça devienne non plus quelque chose de rébarbatif, mais plutôt un rendez-vous dans lequel vous avez des choses à dire et où vous pouvez avoir un échange constructif. Et donc, justement, sur l'idée de regarder ces états financiers, il y a trois éléments qui me semblent importants à garder en tête. Le premier, c'est que chez beaucoup d'entrepreneurs, vous avez tendance à aller regarder vos ERP. Vous avez tendance à aller chercher d'une façon générale l'information dans votre logiciel de gestion. Pour les plus petits, vous avez tendance à aller sur des outils, à même regarder votre compte en banque, voire, et pour un certain nombre, vous regardez rien du tout. Ce qui est dommage, encore une fois, parce que le premier volet sur les informations financières et sur les états financiers, c'est que c'est une information où tout ce que vous avez fait est enregistré dans un modèle d'information standardisée. C'est-à-dire que dès lors que vous avez appris à lire vos états financiers, vous savez non seulement lire les vôtres, vous saurez lire ceux de toutes vos boîtes, mais vous saurez aussi lire ceux de vos concurrents ou de vos partenaires. Euh, ou même si quelqu'un vous énerve et qu'il vous présente sa réussite sur LinkedIn en vous expliquant moi j'ai fait 3 millions d'euros la première année, un ROI exceptionnel, etc. Vous allez chercher sur un site comme Papers ou société.com, vous tapez le nom de la société ou le nom du dirigeant et vous allez vous rendre compte de la réalité des faits si la personne n'a pas déposé de déclaration de confidentialité. Et la plupart du temps, vous aurez deux, trois surprises sur la réalité de ce succès et ça vous permettra de vous décomplexer. Donc ça, c'est le deuxième point. C'est aussi que
en tant que dirigeant d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, vous assumez différentes casquettes. Vous assumez évidemment pour beaucoup celle de premier employé de la boîte, surtout dans des PME, vous conservez un rôle opérationnel important, mais vous avez d'autres choses qui sont importantes. La capacité à déterminer où est-ce qu'on va, la capacité à déterminer comment on y va. Et ben, tout ça, en prenant le temps d'apprendre à lire vos états financiers, vous professionnalisez dans votre rôle de dirigeant et vous vous professionnalisez en tant qu'actionnaire. Et puis le dernier, et ça je pense que c'est un élément important, c'est, vous savez, chez Meltion, on a aussi cette réflexion sur la vision totale de l'entrepreneur, la gestion, et ça inclut la gestion des émotions, la gestion du stress et de comment on fait dans son parcours d'entrepreneur pour surmonter les épreuves qu'on rencontre, les coups durs en particulier. Et l'intérêt des états financiers, c'est que ça vous permet d'avoir une prise de recul et une prise de perspective. Ça transforme des problèmes qui sont des problèmes du quotidien en des problèmes financiers au sens justement du ça éclaire votre réflexion et donc ça vous offre un levier d'analyse qui est intéressant puisque c'est pas oh, je suis trop nul, je n'arrive pas à avoir plus de chiffre d'affaires. C'est mais déjà, est-ce que c'est vraiment le chiffre d'affaires qui est la réponse à tous les problèmes que je rencontre avec ma boîte? Et donc, c'est l'élément important, c'est que c'est un excellent outil de diagnostic. C'est un outil très précieux, justement, de par les informations que ces états financiers contiennent. Par contre, ça ne vous dit pas évidemment ce qui va arriver ni ce qu'il faudrait faire, mais ça vous donne des pistes intéressantes de réflexion vers où aller et donc de leviers sur lesquels agir. Alors, ce que je veux proposer pour ceux qui nous regardent, mais vous pouvez le faire également, vous autres, chers associés, si vous le désirez. Bon, évidemment, si vous êtes en comptabilité de trésorerie et que vous mesurez uniquement vos entrées et sorties à partir de ce qui rentre, l'analyse va être beaucoup moins intéressante, hein. Il faut qu'il y ait une comptabilité où il y a comment dire, des choses au bilan notamment, et donc une comptabilité d'engagement qui soit faite pour que ce soit un peu plus pertinent. Mais c'est le moment pour ceux qui voudraient, en même temps qu'ils suivent cette chronique, regarder leur plaquette et ouvrir Excel pour faire quelques calculs simples. C'est le moment de le faire, puisqu'après tout, vous êtes là en train de regarder cette vidéo. Ça peut être l'occasion d'avoir un moment où vous vous accordez ce temps-là. Et déjà, rien qu'en ayant fait ça, vous avez fait vos devoirs de dirigeant pour la semaine, voire pour le mois pour certains. Donc, ça peut être très bien. Alors, le premier point pour moi par où commencer et que je commence toujours par regarder, puisque l'idée aussi là, c'est que je vous dévoile deux, trois petites choses sur ma mayonnaise personnelle quand je fais une analyse pour un client ou quelqu'un qui me demande de regarder un petit peu son entreprise. C'est d'aller regarder du côté des éléments du bilan qui sont assez clés à mon sens, qui sont d'un côté les clients et de l'autre les fournisseurs. Si on voulait schématiser, hein, finalement, l'entreprise pour un entrepreneur, c'est une espèce de boîte noire, si on reste très extérieur, dans lequel on a de l'input fournisseur qui rentre et puis de l'output à destination des clients qui sort. Donc, c'est les deux choses qu'on va regarder. Et au milieu de ça, l'entreprise est une espèce de boîte noire et une espèce de machine à conserver, à convertir des éléments transmis par les fournisseurs en éléments qui seront accessibles aux clients. Et donc pour ça, un enjeu important en finance d'entreprise, c'est les délais de règlement. Vous pouvez prendre vos comptes 411, les comptes créances clients, que vous divisez par le CA, donc le chiffre d'affaires, et que vous multipliez par le taux de TVA. On peut être sur un taux de TVA moyen, donc pour la plupart des gens qui nous regardent, ça va être 20%. Et on fait x 360. En face de ça, vous faites la même chose avec vos délais de règlement fournisseurs. Donc, vous allez du côté des dettes fournisseurs, donc les comptes 401, et vous prenez les achats. Donc, c'est les comptes souvent 60 ou 661, mais plus souvent 60. Et pareil, vous rajoutez la TVA et vous multipliez par 360. Alors pourquoi je vous précise de prendre les achats et de rajouter la TVA et le CA et de rajouter la TVA? C'est parce que si d'un côté au bilan les montants sont indiqués, toutes taxes comprises, on comprend ces éléments-là parce que c'est quelque chose qui va vous être réglé. Au compte de résultat, on a uniquement la partie achetée. C'est pour ça qu'on réinjecte la TVA.
Et donc bah là, moi ce que je vois, c'est que une fois que j'ai fait ce petit calcul, si je vois que le délai de règlement client ou le délai est supérieur au délai de règlement fournisseur, autrement dit que voilà, exemple, un client est réglé à 40 jours, enfin règle à 40 jours en moyenne, puisque c'est toujours un aléa statistique, là où un fournisseur règle à 20 jours. Et bah, tout de suite, je sais qu'en face de moi, je vais avoir quelqu'un qui est stressé parce que ses clients ne le paient pas assez vite, parce que il est tout le temps à courir après le cash et c'est son facteur majeur de stress. Quand bien même l'activité est rentable, quand bien même il y a un résultat net positif, quand bien même tout est positif sur le compte de résultat. Si je vois cet indicateur-là, je sais que la personne est forcément stressée. Donc voilà, ce que vos états financiers disent de vous, ça en fait partie. Et ça, bah, c'est intéressant pour moi en première analyse parce que ça me permet de cibler tout de suite un problème épineux et puis, ça pose la question de ce qu'il est possible de faire. Est-ce qu'il faut aller parler aux clients pour, négocier avec eux des délais de règlement plus courts? Est-ce qu'il faut aller parler à ses fournisseurs pour négocier des délais de règlement plus longs? Ça peut être comme ça. Est-ce que, après bon, il y a des choses à regarder aussi, sur la répartition des clients? Est-ce qu'il y a certains clients stratégiques qu'on peut cibler où ce serait bien que règle plus vite? Ou est-ce qu'à l'inverse, il y a certains fournisseurs où il en suffit peut-être d'un seul, il suffirait que ce soit lui qu'on règle plus tard pour tout alléger? Mais ça nous donne une prise et ça montre bien que dans une équation comme celle-ci, on a plusieurs paramètres sur lesquels on peut aller taper et c'est chacun de ces paramètres de l'équation qu'il faut aller voir. Donc, on n'est plus sur uniquement le chiffre d'affaires. Pas convaincu par ce que je dis, peut-être, vous dites bon, d'accord, ok, ce que dit Cyrielle est un peu évident. Moi, ce que je conseille à ce moment-là, c'est d'aller regarder des indicateurs un peu plus gros, notamment pour des entreprises qui sont un petit peu plus développées. Là, on va plus être forcément sur des questions de règlement client, règlement fournisseur, ça peut être tout un ensemble d'autres paramètres qui rentrent. Donc moi, ce que je conseille d'aller regarder dans ce cas-là, c'est ce qu'on appelle le ratio de liquidité générale. C'est un ratio qui comprend l'ensemble de l'actif dit de court terme et qu'on divise par le passif de court terme. Ça, voilà, on prend toutes les choses qui sont à moins d'un an. Donc d'un côté, si vous prenez votre bilan, vous avez l'actif dit circulant. On l'appelle circulant parce que il est globalement détruit au cours du processus, consommé plus exactement au cours du processus de production, en différence avec l'actif dit immobilisé, qui est l'actif qui est conservé dans le processus de production. Pour vous donner un exemple, un actif immobilisé, c'est voilà, votre ordinateur. Une fois que vous avez fini de produire pour votre client, vous allez garder l'ordinateur. Donc il est immobilisé. À l'inverse, un actif circulant, c'est bah, typiquement une créance client. Une fois que votre client vous a réglé, c'est éteint et tout ce que vous avez utilisé dans le processus de production a disparu. Donc tout ça, ça doit sortir de l'actif. Et en face, on va avoir les dettes fournisseurs et les dettes fiscales et sociales. Donc les dettes fournisseurs, je vous en ai déjà parlé. Les dettes fiscales et sociales, c'est tout ce qui va être TVA, règlement URSSAF, ce qui va concerner aussi tous les éléments par rapport à voilà, la protection sociale des salariés, toutes les choses qui en fait ne sont pas réglées à la fin de l'année, à la fin du mois de décembre et qui vont être réglées au mois de janvier pour ceux qui clôturent en décembre. En fait, ces éléments-là, ils vont d'une façon ou d'une autre circuler. C'est-à-dire que si j'arrête votre bilan à un moment donné de l'année, je peux voir ces dettes qui sont comptabilisées à tout instant. Et donc ces éléments-là, j'ai de bonnes raisons de penser que à la fin de l'année, elles ont des bonnes raisons. Enfin, en gros, il y a une certaine régularité et c'est les éléments principaux qu'on va retrouver. Et donc quand je fais ce ratio-là, ce que je vois là mathématiquement, c'est que si c'est inférieur à 1,2, globalement, je sais que je suis en face de quelqu'un qui court après le cash. Ça veut dire peut-être qu'il a du mal à payer ses salariés à la fin du mois. Ça veut dire que des fois, il va aller rogner sur sa TVA pour essayer de payer, enfin comment dire, pour essayer de payer un autre élément. En gros, le fameux déshabiller Jacques pour habiller Paul, on est complètement dans cette logique-là. Mais ça me dit aussi des choses si le ratio est très important. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que moi j'ai rencontré le cas de clients où le ratio il était clairement supérieur à 2, il était peut-être même plutôt de 3, voire 4.
puisque dans l'actif circulant, on a aussi, enfin dans l'actif court terme, on a aussi la trésorerie qui est indiquée. Et donc cet élément-là, ça veut dire des fois que je peux avoir des clients qui ont une trésorerie extrêmement importante qui ne sert à peu près pas à couvrir leurs dettes, qui sert à visiblement pas grand-chose. Et donc ça me dit des choses sur la personne que j'ai en face de moi, sur est-ce que c'est quelqu'un qui a peur du manque? Ça peut être le cas. Je connais des clients, ils se sentent bien quand ils ont 1 an de trésorerie d'avance. Voilà, mais du coup, ça pose une question aussi sur ce qu'ils ne s'empêchent de faire du fait de cette trésorerie qui n'est pas investie. Et il y a un deuxième élément souvent, c'est des gens dont les sociétés réussissent bien, mais qui ne savent pas quoi faire de ce cash. Comme dirait, il me semble, Caris, ma question préférée, qu'est-ce que je vais faire de tous ces deniers? Eh ben, on est en plein dedans. Et donc à partir de là, ça pose la question de, finalement pour un entrepreneur, c'est souvent quelqu'un qui a plein de projets et donc c'est d'arriver à l'amener sur ce sujet-là. Alors ensuite, pour continuer, on a la, dette financière sur, EBE, enfin la dette financière nette sur EBE ou EBITDA. Là, c'est un élément un peu particulier puisque la dette financière nette sur EBE, c'est on prend toutes les dettes que la société doit d'un point de vue à ses créanciers au sens prêt, banque, société, etc. Et on regarde, on le rapporte à l'EBE parce que celui-là, l'avantage de l'EBE, c'est que normalement votre expert comptable vous le sort. Éventuellement, vous pouvez demander un retraitement pour avoir l'EBITDA qui est un peu plus précis. Bon, la différence, hein, historiquement parlant, le BE, c'est un indicateur, un solde de gestion en comptabilité française, alors que le B est donc excédent brut d'exploitation, alors que l'EBITDA, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, rien qu'à ce que je vous ai dit, vous devinez qu'on est sur un nom américain. Et donc, à partir de là, c'est pas exactement les mêmes modes de calcul. Mais globalement, quand je fais ce calcul-là pour un de mes clients, ce que je vois, c'est que si c'est inférieur à 1, alors assez largement, hein, genre on est à 0,50 par exemple, ça peut être quelqu'un où il peut aller potentiellement s'endetter davantage. Alors bon, modulo que l'activité soit stable, etc. En tout cas, son activité dispose d'un effet de levier qui va lui permettre de rembourser ses dettes d'une année sur l'autre et de faire en sorte que il puisse financer son activité comme ça. À moins qu'il n'ait pas confiance dans les banques ou dans ses interlocuteurs, ou qu'il n'ait pas confiance dans son activité, qu'il me dise non mais là j'ai fait un EBITDA, c'était exceptionnel par rapport aux années précédentes. D'accord, très bien. Par contre, au-delà de 1, c'est plutôt ça, moi, le problème que j'ai. C'est des gens où des entrepreneurs où leur dette financière nette sur EBE est supérieure à 1, bah, c'est chaud, frérot, comme on dit. C'est-à-dire que dans ce cas-là, ça signifie que il faut réfléchir à quelle est la procédure qu'on met pour que la société puisse se désendetter. Ce qui veut dire aussi que potentiellement la société s'endette structurellement parce que là, on n'a plus un effet de levier, on a son inverse qui est l'effet de massue. Ça veut dire que la rentabilité de l'exploitation ne permet pas à la société de couvrir ses dettes et donc mécaniquement, elle s'endette d'une année sur l'autre. Donc pour un sujet comme celui-là, c'est la question de mettre en place des bonnes pratiques aussi de désendettement. Il faut travailler sur potentiellement la rentabilité de l'exploitation d'un côté, mais d'autre part, avoir un dialogue avec ses créanciers et savoir comment on va aborder ses créanciers pour se sortir de la mouise. Concrètement, c'est sur ce sujet-là qu'on est. Je pourrais continuer longtemps là-dessus, évidemment. J'aurais des tonnes d'exemples à vous donner de ratios comme ça qui sont très intéressants et qui instruisent beaucoup l'action. Et en même temps, moi, c'était l'élément initial, c'est m'en disent sur la personne que j'ai en face de moi, ses préoccupations, ses aspirations, ses comportements, son rapport au risque, etc. Mais voilà, il y en a un certain nombre qui sont des fois un peu plus complexes. Par exemple, ici, ça peut être le calcul de marge brute, ou si je prends le CA moins le coût d'achat des marchandises ou services. Je vous rassure, hein, sur mes slides, je vous ai mis beaucoup de numéros. C'est pour que vous puissiez
allez prendre dans le détail de vos états financiers les montants à soustraire. Je vous simplifie un petit peu les choses. Je vous indique pas tout ce qu'il y a là-dedans, mais globalement, c'est une espèce de fourre-tout dans lequel vous avez le chiffre d'affaires, les rabais, remises, les prestations de services achetées, les achats de marchandises réalisés, les variations de stock. Enfin, vous avez toute une espèce d'inventaire à l'après-vert et ils sont globalement dans ces comptes-là. Si l'un de vos comptes est à zéro là-dedans, ça ne veut pas dire que c'est anormal, ça veut juste dire que ça ne rentre pas dans votre catégorie d'exploitation, donc pas d'inquiétude. Et puis ensuite, une fois que vous avez donc calculé votre marge brute, eh ben, on peut faire le ratio sur le coût d'achat des marchandises ou services. Ce qui est pas mal puisque vous avez vu, vous avez normalement identifié tous les éléments de ce compte-là juste avant. Donc si vous êtes sur Excel, normalement vous galérez pas trop à récupérer vos cellules, hein, c'est un copier-coller. Et à partir de là, pour des marchandises, si vous êtes en dessous de 80% de marge brute, bah, c'est pareil, c'est chaud. Ça veut dire que vous allez avoir, d'une façon générale, du mal à financer votre distribution, financer même les salaires des salariés qui vont travailler pour vous et qui vont être dans le processus de transformation. Ça veut dire que vous allez avoir un certain nombre de difficultés structurelles liées à cette faiblesse de la marge brute. Et puis à l'inverse, pour les services, là on est sur sous 30%, où là c'est pareil, ça peut être quelque chose d'assez chaud, dans la mesure où ça signifie aussi que potentiellement vous rogniez sur votre paye pour pouvoir payer d'autres éléments de distribution, pour payer vos publicités, pour payer tout un ensemble d'éléments qui vous permettent d'accéder au marché. Donc les éléments ici sur la marge brute, c'est pas l'approche. Vous savez que chez Melsion, on aime bien Goldratt. Souvent, quand on vous accompagne, on va vous parler de la théorie des contraintes et du fait que la marge brute, en fait, c'est pas le bon indicateur. On préfère mesurer le débit de valeur. Je suis d'accord avec cette analyse-là, attention. Mais malgré tout, la marge brute, ça indique l'indication du confort que vous avez. Et encore une fois, je vous rappelle, on est sur ici une logique de diagnostic et pas une logique de forcément de dire on veut essayer d'améliorer la marge brute. C'est-à-dire qu'en suivant la comptabilité du débit, mécaniquement, dans vos états financiers, vous allez observer une amélioration, mais elle va pas être forcément là où on l'attendrait. Donc moi, je préconise encore une fois de regarder ces indicateurs pour avoir des questions constructives à se poser sur la rentabilité de l'exploitation. Est-ce que structurellement, on est capable, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre et vers où on aimerait aller avec notre société. Et c'est surtout, encore une fois, un outil pour se rendre compte que les souffrances qu'on rencontre au quotidien ne sont pas des souffrances liées à une imperfection de l'entrepreneur, enfin peut-être, mais sont liées surtout à la structure même de l'entreprise qu'il a créée. Moi, c'est un peu ma vision, vous savez, je suis une fan d'animé, c'est ma vision Goldorak de l'entreprise, c'est-à-dire que pour moi, un entrepreneur, finalement, c'est tel Actarus, il monte à bord de Goldorak et donc l'entreprise, son entreprise est comme un méca qui est piloté par lui. Et c'est la question de, avant de remettre en cause le pilote, peut-être regarder les éléments structurels qui font que le méca ne fonctionne pas. Donc moi, je préconise d'utiliser les états financiers aussi comme un outil pour comprendre ce qui se passe chez l'entrepreneur, mais aussi pour comprendre ce qui se passe dans l'entreprise. Alors après, il y a d'autres exemples, moi, de choses que je regarde, et là, c'est mon côté Nabila qui parle. C'est quoi? Tu as des salariés et tu n'as pas de participation. Allô? C'est si je vois que quand je regarde les états financiers, il manque ce genre de choses, ça va me poser des questions. Alors, il y a les questions de seuil juridique qui font que dans un certain nombre d'entreprises, ça ne se justifie pas. Enfin, c'est pas que ça se justifie pas, ça n'est pas une obligation. Mais malgré tout, ça me pose la question de comment l'entrepreneur cherche à fidéliser ses salariés et leur donner envie de rester. Et donc après ça, moi je rajoute le PER aussi dans le lot. Et puis je vais regarder des choses comme par exemple le compte courant d'associé. Parce qu'un compte courant d'associé plein à craquer, pareil, ça me pose question.
Est-ce que je suis avec quelqu'un qui structurellement se sous-paye et donc se sous-paye et fait en même temps en sorte que sa société finance, enfin comment dire, il finance sa société à travers le compte courant d'associé. Et ça peut même me poser question à un deuxième niveau, c'est si le compte courant d'associé est vraiment, il y a vraiment rien du tout dedans. C'est à l'inverse, ça veut dire que c'est quelqu'un qui paye, plus exactement, comment dire, qui ne passe même pas en comptabilité toutes les dépenses qu'il pourrait passer en tant que dirigeant. Et donc c'est là où il y a un gros boulot à faire. Alors après, pour aller plus loin, je vous ai remis une image de évidemment Sylvain de Caméra Café qui cette fois est content. Pour aller plus loin, vous pouvez aussi demander un FEC à votre expert comptable. Donc le FEC, c'est le fichier des écritures comptables. C'est celui dans lequel votre expert comptable passe toutes les écritures. Et là, si vous obtenez un document comme ça, vous le demandez au format TXT ou CSV, surtout pas en PDF parce que vous ne pourrez faire aucun traitement sur un PDF, ça va de soi. Et là, je vous donne la recette sur Excel, c'est vous ajoutez une colonne solde et vous faites débit moins crédit. Vous faites un TCD, donc un tableau croisé dynamique. Là, vous avez la fonction rechercher de Excel tout en haut qui vous permet de trouver la fonction. Sur le FEC dans Excel, vous faites un filtre sur les comptes 70. Vous prenez la ligne libellée, donc c'est celle où vous avez le nom en clair qui est passé, donc ça peut être le nom du client, le nom du fournisseur, etc. Et vous mettez dans solde, vous mettez somme, vous le faites vous-même. Et là, vous allez avoir un certain nombre de choses qui vont apparaître dans la liste. Donc, si vous avez bien filtré sur les comptes 70, vous avez tous vos clients qui doivent apparaître. Et quand vous faites ça, eh ben, vous les prenez, vous les copiez-collez, vous les mettez à part. Et là, vous faites un top 10 ou un top 5 pour vraiment pour les toutes petites entreprises. Et vous faites un ratio du top 10 sur le CA. C'est-à-dire que vous prenez après le total de CA et bah, du coup, vous l'utilisez pour diviser votre top 10. Ça va vous donner un ratio, un pourcentage. Et là, ça vous dit si vous êtes dépendant ou pas. Un client qui a un top 5 clients, il a, par exemple, j'avais le cas une fois de quelqu'un qui avait 5 clients et 5 clients sur 30 qui représentaient 80% du CA. 80% du CA. Et bah, sur un élément comme ça veut dire que cette personne, elle est très dépendante de ses 5 clients. Et donc, se pose la question, qu'est-ce qu'elle fait des 25 autres? Et finalement, est-ce que les clients pénibles, ils sont dans les 5 ou est-ce qu'ils sont dans les 25? J'avais le cas de quelqu'un où son client le plus pénible, il était en position 18. Et ben moi, je lui ai dit, c'est très simple, vire-le. Ça va être beaucoup plus simple. À l'inverse, peut y avoir des cas de certaines personnes où c'est le client numéro un qui pose problème. Et ben dans ce cas-là, se poser la question de ne pas couler la boîte et donc de développer une stratégie d'acquisition d'autres clients pour éviter de poser problème ou d'augmenter les montants qui sont réglés par ces clients-là. Bref, je pourrais continuer à l'infini là-dessus. Mais toujours est-il que rien qu'avec ça, je vous montre que vous avez de quoi nourrir des discussions avec votre expert comptable et de nourrir des discussions avec votre conseiller de confiance. Des discussions qui sont intéressantes, qui sont pertinentes et qui feront que vos interlocuteurs en face, en plus, apprécieront la discussion avec vous parce qu'on parle sur des éléments aussi qui sont clés pour l'entreprise. Alors en conclusion, effectivement, pour moi, c'est les trois points forts que je tiens à lister. C'est que une fois que vous avez fait cet exercice, une fois, se posera pour vous la question dans le temps de d'identifier les indicateurs pertinents à suivre, de pouvoir faire en sorte peut-être de vous équiper de l'ERP type Penny Lane par exemple, qui peut aller directement dans votre comptabilité pour pouvoir suivre, alors peut-être pas tous les mois, mais par exemple tous les trimestres ou tous les 6 mois, de pouvoir comparer terme à terme ces mêmes indicateurs et de pouvoir potentiellement les automatiser. C'est-à-dire, est-ce que vous développez une macro qui avec Excel, récupère toutes les données ou vous la faites coder par quelqu'un. Comme ça vous permet de vous sortir votre tableau de bord, de savoir du coup ce que vous voulez vraiment chercher à améliorer d'une fois à l'autre. Ce que je rappelle tout le temps, c'est que ce qu'on surveille s'améliore tendanciellement. Donc, quand vous identifiez un indicateur clé financier, ça peut être intéressant de le comparer dans le temps. Et puis, ça peut même vous permettre d'aller regarder par le passé pour voir peut-être que vous avez résolu certains problèmes et vous allez le retrouver dans vos états financiers. La deuxième, c'est le fait de se poser des questions, que ce soit sur soi, que ce soit sur son marché, que ce soit sur ses concurrents.
le travail éducatif que vous faites là, il est valable pour toute votre vie d'entrepreneur et c'est un investissement qui est extrêmement rentable parce qu'à partir de là, vous allez pouvoir vraiment percer les secrets de vos concurrents à travers leurs états financiers et vous allez pouvoir avoir, par exemple, si vous avez un projet de rachat un jour d'une autre société, vous allez pouvoir aller fouiller et ne pas être uniquement dépendant des tiers qui font la négo, mais d'avoir vraiment quelque chose qui vous donne une puissance d'analyse. Et puis la dernière, c'est le fait que vous allez pouvoir améliorer vos échanges avec vos partenaires d'une façon générale, que ce soit vos partenaires bancaires, que ce soit votre expert comptable, votre conseiller de confiance, encore une fois, mais ça peut être aussi avec votre DAF pour ceux qui ont un directeur administratif et financier. Vous allez pas forcément avoir vocation à faire leur travail, mais vous allez pouvoir développer dans une négociation une forme d'empathie tactique, une capacité à se mettre à leur place parce que vous parlez le même langage qu'eux. Et donc évidemment, c'est tout ce que je peux vous recommander aujourd'hui et c'est mon meilleur conseil. Intéressez-vous à ces sujets. Merci beaucoup, Cyriel. Alors, sujet normalement aride, mais en fait, là, en quelques dizaines de minutes, je pense que tout le monde a pu déjà commencer à saisir la portée du problème et, et finalement les premiers éléments pour s'approprier l'outil. Exactement. C'est ça. C'est que pour moi, il y a l'idée que il ne s'agit pas d'entrer dans la technique comptable. D'ailleurs, nous n'avons pas le droit de le faire puisque c'est comment dire, la prérogative exclusive de l'ordre des commissaires comptables, des commissaires aux comptes et des experts comptables. Mais comment dire, par contre, savoir lire, pour moi, j'ai du mal à me visualiser le fait que on puisse être excellent dans son domaine et qu'en tant que dirigeant, on soit pas capable d'avoir cet élément de lecture là, ou plus exactement, je suis un petit peu méchant en disant ça, je pense que on s'allège considérablement de ces problèmes dès lors qu'on apprend à lire les choses sous cet angle-là. Ok. J'ai une question sérieuse. Ouais, As-tu testé ChatGPT pour faire de l'analyse de données? ChatGPT, j'ai essayé, il fait des erreurs arithmétiques de base. Alors moi, je l'ai testé avec des fichiers financiers pour un webinaire qui s'appelle ChatGPT pour la finance pour un de mes Ok, clients. On a intégré des clés ID avec des erreurs volontairement pour lui montrer qu'il y a des erreurs dans le fichier. ok, Il est capable de reconstituer des données, ça marche plutôt bien, mais il faut prendre la version Data Analysis et la ok, version payante. Voilà. Après, ok. si besoin, je te montrerai. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est vrai que ça peut être un sujet intéressant. Après, moi, je suis toujours aussi dans l'optique que, avant de déléguer un process, il faut que l'entrepreneur commence par bien le comprendre et ne serait-ce que regarder la matérialité de ce à quoi ça ressemble, les états financiers, de regarder ce à quoi ressemble un Excel. Ça vient aussi, moi, de mon parcours en audit, où justement, on a développé des outils aujourd'hui d'analyse de données mais qui ont cet inconvénient que on se retrouve avec des gens qui ne savent plus lire un fichier type grand livre, FEC ou bilan, parce qu'il se fie uniquement à ce que le logiciel d'analyse de données donne. Et même si les technologies vont voilà, en se propageant, il faut se rappeler que globalement, historiquement, la forme du bilan et du compte de résultats en France, elle date de la Renaissance, plus exactement. On a une comptabilité en partie double qui est introduite à la Renaissance et au XVIIIe siècle, on a notamment un économiste qui s'appelle Quesnay, qui est un précurseur des économistes libéraux, donc qui est un physiocrate, c'est le nom de ces gens-là, de cette école, qui introduisent aussi, par exemple, des réflexions sur la comptabilité nationale, comment on fait pour comprendre justement ces grands agrégats. Et tout cet héritage-là, il est encore très différent d'une culture à une autre. Et donc, moi, je parle là principalement à des entrepreneurs qui sont dans l'écosystème français. Ce sera un peu différent, mais pas si différent que ça dans d'autres. Et donc, moi, j'ai tendance à recommander quand même le fait que, comme on a des nomenclatures qui sont différentes par État,
Voilà, là, moi, ce que je dis fonctionne très bien pour le French Gap quand je vous donne les comptes 7, 6, etc. En IFRS, ce serait autre chose. En American Gap, en US Gap, on serait sur autre chose. Donc, attention, pour moi, on est quand même toujours localisé en premier lieu dans un pays donné. C'est important de comprendre les normes de ce pays-là. Et après, évidemment, on peut complexifier l'analyse quand on veut partir à l'international, quand on veut avoir des entreprises dans différentes sociétés dont on veut lire les comptes. Là, c'est ce qu'on appelle une consolidation. Bon, voilà, je suis d'accord avec toi, Mathieu, mais j'introduis cette nuance qui est ne pas se dire que si on avait ChatGPT pour faire l'analyse financière pour nous, on n'aurait plus à se poser de questions. Je pense que c'est important d'avoir cette étape-là. Et deuxième question. Est-ce que tu peux pas, toi, parce que j'ai quelqu'un que je connais qui le fait, et que tu es spécialiste du domaine, mettre en place, toi, des tableaux de bord financiers pour des entrepreneurs avec qu'ils aient les bons calculs, les bons KPI, pardon, et que en gros, ils agrègent les données dans un tableau de bord et toi, tu leur restitues une analyse simple et synthétique et de bon sens pour avoir justement des tableaux facilement lisibles pour eux, en fait, tu vois. Alors ça, il y a une réponse à plusieurs niveaux. Moi, dans mon diagnostic, c'est déjà ce que je fais, mais aujourd'hui, je l'automatise pas encore dans mon cas, notamment parce que, en fait, là, il y a une question de logiciel derrière. C'est-à-dire que selon que ce soit Indie pour les PME, que ce soit SAP, Sage, Caliac, etc., enfin toute la batterie de logiciels, le grand livre est toujours à peu près le même, mais on n'a pas le même niveau de détail, on n'a pas le même niveau d'information, etc., etc. Donc moi aujourd'hui, j'automatise pas, j'y vais à la mano et je fais une analyse qui est personnalisée pour chacun de mes clients. Après, quelqu'un qui se poserait la question de mettre en place un tableau de bord, j'ai envie de lui dire, je peux le faire très exceptionnellement à titre de conseillère de confiance, dont, comment dire, si la personne de mieux sous la main et si c'est pas un truc compliqué. Sinon, c'est là où ça vaut le coup de faire appel à des consultants financiers, à des DAF à temps partagé, enfin à d'autres personnes dont véritablement c'est le métier de faire ça. Moi, je connais de très bons DAF à temps partagé avec qui je travaille justement sur ce genre de sujet parce que eux, c'est vraiment leur métier de faire ça. Michael, Oui, moi, ma question rejoint celle de Mathieu, effectivement. Est-ce que, sans aller jusqu'à des choses trop compliquées, on a compris effectivement que les grands livres étaient pas toujours homogènes, mais rien que l'actif, le passif, le compte d'exploitation, à la limite, charger les fichiers fake dans trois feuilles Excel et avoir une quatrième feuille qui te génère bah, les quelques grands indicateurs que tu nous as présentés. Et bon, ça économise un petit peu de temps et puis surtout, Après, ça permet d'économiser des erreurs de calcul, quoi. Après ça, vous pouvez le demander à votre expert comptable aussi, hein. Mm. Certains experts comptables fournissent des indicateurs annuels dans le bilan et enfin, dans les états financiers que souvent l'entrepreneur ne regarde pas. Donc ça peut être aussi des fois le fait de lui demander s'il peut fournir ça dans une plaquette, ça lui demande pas beaucoup plus de temps et lui il peut le sortir beaucoup plus facilement. Donc voilà, se pose la question, si on veut quelque chose de très détaillé, je conseille plutôt un DAF à temps partagé. Si c'est aller regarder le délai de règlement client versus le délai de règlement fournisseur, votre expert comptable le fera très bien. Ok, merci. merci beaucoup, Cyrielle. Je pense qu'effectivement, le, 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 le- le point clé, c'est que, comme tous les outils, il faut les utiliser pour que ça devienne des automatismes. Et il faut probablement, effectivement, faire ça dans l'ordre, en commençant par l'outil de base qui est le système comptable et les, et les, et les, et les, et la- les compte de résultats et bilan et toutes les catégories qui contiennent. Et puis, effectivement, après ça, il y a des tas d'outils qu'on va pouvoir développer dans un deuxième temps. Donc, notamment les outils d'automatisation qu'évoquait Mathieu, mais aussi le simple fait de commencer à chercher à structurer et à rendre plus personnalisé le système comptable qu'on va utiliser. Et ça, c'est des sujets qu'on a pu déjà évoqués dans le passé, où avoir un système comptable qui soit adapté à notre euh, situation propre, même si elle est différente de ce qu'attend le fisc et que ça mène à deux différents types de comptabilité, une pour le fisc et une pour nous,
est probablement une bonne solution dans pas mal de cas. Oui, 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 on peut toujours en plus faire des retraitements, modifier certains éléments, et cetera, pour pouvoir avoir ses propres indicateurs. Se dire, que on exclut d'analyse tel élément parce qu'il fausse tout, mais, en fait, ce qui est intéressant, et c'est ce que tu dis Jean-Christophe au début, c'est le matériau de base. C'est que cette information-là, enfin ce matériau, il est immédiatement disponible parce qu'on est obligé de le produire. Donc plutôt que de, pour moi, c'est aussi comment on l'investit, c'est-à-dire que dans une logique effectuelle, d'effectuation, dans le un tien vaut mieux que deux tu l'auras, plutôt que d'aller chercher sans arrêt des ERP plus compliqués qui en plus des fois coûtent une blinde et qui apportent pas forcément un supplément d'information. Regarder tous les mois, avoir un rapport tous les mois de son expert comptable avec un certain nombre d'éléments qu'on peut suivre comme ça ou, certains logiciels permettent de le faire, hein. Par exemple, Penny Lane est un outil qui permet de se greffer sur la comptabilité et d'avoir une partie gestion. C'est déjà beaucoup mieux que, ne rien faire et ou d'avoir, d'aller chercher d'autres outils qui vont pas forcément apporter quelque chose de plus intéressant Mhm. et l'avantage, c'est qu'on parle un langage universel.